Septembre 1939. La guerre éclate en Europe. Une drôle de guerre pour la France. Le pays attend derrière ses lignes de défense et campe sur ses illusions de grandeur. En quelques semaines, il est balayé par la supériorité offensive allemande. Reste, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la guerre, une autre France, celle de ses colonies, de l'outre-mer. Loin du conflit, noyé dans l'immensité de l'océan Indien, Madagascar, La Réunion et son île sœur britannique Maurice reçoivent brusquement les nouvelles rouge sang d'une Europe totalement en feu. Jusqu'ici, sur ces îles lointaines, le temps coulait différemment. Elles se sentaient loin du monde, déconnectées des agitations européennes et protégées. Mais cette fois, tout change. Avec la Seconde Guerre mondiale, Madagascar, La Réunion et Maurice se retrouvent impactés directement par le conflit. L'océan Indien français devient le terrain de combat violent entre la France de Vichy et les Britanniques. La Réunion est soumise à un blocus implacable qui met en péril la survie de la communauté sur l'île. Qui se souvient de ces heures dramatiques qui bouleverseront le quotidien de ses habitants et qui, même au-delà, changeront leur destinée? Voici le récit de ces heures extraordinaires et pourtant méconnues. Philippe Zenon est un passionné de Madagascar. Il y a vécu 15 ans. Là, on est vraiment au cœur de Tanin, entre les deux escaliers qui permettent de traverser les grandes collines sur lesquelles est bâtie la ville. Et c'est évidemment l'endroit où on retrouve le marché. Il s'est intéressé notamment aux événements qui se sont déroulés sur la plus grande île de l'océan Indien pendant la Seconde Guerre mondiale. Les escaliers ne doivent pas avoir plus d'un siècle et demi ou 2 siècles. Mais ce qui est sûr, c'est que sous la colonie, pendant la guerre, on avait les mêmes étals, les mêmes parasols, les mêmes produits. De retour cette année à Antananarive, Philippe Zenon profite de son passage dans la capitale du pays pour chercher d'autres documents qui compléteront le site d'information qui l'anime. Il vient aux Archives nationales explorer le fonds photographique laissé par l'armée française. Je crois que je peux y rester la journée. Un canon à tir rapide de 47. Je reconnais le canon parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était tous ces restes. Les années 30 pour Madagascar, ça correspond au règne d'un seul gouverneur général, Léon Kela, qui fait preuve d'une réelle autorité dans un système colonial, on pourrait dire, qui s'assume, c'est-à-dire un système colonial où les Européens sont bien présents, beaucoup plus qu'en Afrique subsaharienne, mais ça reste une petite minorité, on va dire de l'ordre d'une dizaine de milliers d'Européens. J'aurais tendance à dire qu'avant la guerre, l'importance géostratégique de Madagascar est, pour ainsi dire, nulle. Même s'il y a une base importante qui est la base de Diego Suarez pour la marine française, on n'est pas sur un territoire qui est vu comme ayant une importance primordiale d'un point de vue géostratégique. Au début de la Seconde Guerre mondiale, nous avons deux grandes forces, deux grands empires. Il y a l'Empire britannique et l'Empire français. L'Empire britannique se concentre principalement autour de l'île Maurice et l'Empire français autour de La Réunion et de Madagascar, qui a été colonisé à la fin du XIXe siècle. À la fin des années 30, dans le rapport de force, il y a d'abord la grande île, comme on dit, c'est-à-dire Madagascar, avec plusieurs millions d'habitants. Et puis, il y a
les deux petites îles qui ont été longtemps appelées les îles Sœurs, Maurice et La Réunion, qui tournent ensemble autour du 1 million d'habitants. Entre les trois îles, il y a un assez grand nombre d'échanges qui sont, je dirais, principalement des échanges économiques. La Réunion a beaucoup de mal à vivre parce qu'elle dépend largement de Madagascar. À Saint-Denis, Paul Gervais se passionne depuis toujours pour l'histoire de son île pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est ancienne professeure d'histoire, mais c'est avant tout l'admiration pour son père et les liens entre son histoire familiale et celle de son île qui l'ont amené sur cette voie. Mon père donc s'est engagé dans la France libre en 1942. Depuis son décès, c'est vrai que je viens tous les ans. Et c'est vrai que ce monument est quand même chargé d'histoire et de souvenirs. Paul Gervais est aujourd'hui à la tête de l'Association des Français libres de La Réunion. On est Français libres que si on s'est engagé avant le 31 juillet 1943. J'essaye de rappeler ce qui s'était passé en utilisant les souvenirs écoutez, des vivants encore. La Réunion fait vraiment, depuis la fin du 19e siècle, figure de petites colonies abandonnées, pas sa métropole, mais aussi abandonnées dans cet espace. À un peu moins de 200 000 habitants, il y a une toute petite frange de possédants en terre et en industrie sucrière. L'immense majorité de la population vit dans des conditions pénibles. L'école est assez peu présente, l'absentéisme est énorme. C'est une population qui est frappée aussi par le paludisme. C'est le gouverneur Aubert, un homme rude et austère, qui a autorité sur l'île. Il dirige depuis son palais, qui subsiste en centre-ville, la petite communauté. Mais il sait qu'il ne peut agir seul et travaille en étroite collaboration avec les gouverneurs des îles voisines, de Madagascar ou de Maurice, même si cette dernière, longtemps française, est passée sous étendard britannique au XIXe siècle à l'occasion de la défaite napoléonienne. L'île Maurice est depuis toujours l'île sœur de La Réunion. Même environnement volcanique, même climat tropical. Et on n'y a jamais oublié le français. C'est là que vit Thierry Le Breton, un chef d'entreprise mauricien qui s'est également investi dans la préservation du patrimoine de son île. Alors, nous sommes à Port-Louis, c'est la capitale de Maurice. C'est l'une des plus vieilles capitales de cette région du monde. Ça a toujours été le centre du pouvoir pour toute l'île parce que la rade est un endroit extrêmement stratégique sur la route des Indes. La capitale était le centre du pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était ici que le gouverneur, avec son conseil de gouvernement, se réunissait pour pouvoir décider des choses de la colonie. Thierry Le Breton a créé et préside l'association SOS Patrimoine. Une structure qui veille à la protection des sites de Maurice, qu'ils soient naturels ou construits de la main de l'homme, comme l'ancien palais du gouverneur. Dans les années 1930, Maurice fait partie, avec La Réunion et Madagascar, d'un même ensemble économique et d'intérêts. Mais en septembre 1939, toutes les certitudes sont bouleversées. En Europe, après l'attaque de la Pologne par l'Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Troisième Reich. Français et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. La France ordonne la mobilisation générale. Et cette mobilisation vaut bien entendu pour l'ensemble du territoire national, et notamment l'outre-mer. L'entrée en guerre se fait
on va dire de façon très classique, comme dans tous les territoires coloniaux, simplement par un ordre de mobilisation qui va être diffusé. Tout de suite, on va avoir la propagande qui se met en route du lien avec la mère patrie, de la nécessité d'aider la France. Dans la maison de la famille Gervais, sont restés très présents les souvenirs de toute cette époque. Ce sont des photos de famille. Là, par exemple, j'ai mon père lors de sa première communion. Ça, c'est lui. Et ça, c'est son frère Henri. En 1939, il a donc 18 ans. Il est au lycée et il souhaite, j'allais dire, se battre. Alors là, c'est lui à la caserne. C'est lui qui a écrit 1939, Déclaration de la guerre. Henri et Paul Gervais. En septembre 1939, la Réunion, comme elle avait été en juillet 1914, est dans l'engagement patriotique. Le lien avec la France, il est extrêmement fort. Il se vit dans les premiers contingents, dans les premières mobilisations de jeunes du lycée ou non, qui viennent en effet rejoindre la caserne Lambert pour essayer de voir comment partir, comment participer à ce qui n'est pour l'instant qu'une drôle de guerre. Les Réunionnais se sont toujours montrés patriotes et fidèles à la France, ce qui signifie que lorsque la France est menacée, toutes les personnes qui sont en capacité de partir au front, eh bien viennent à Saint-Denis. 3354 mobilisés quitteront la Réunion. Ne reste sur le territoire de la colonie qu'une seule compagnie d'infanterie coloniale, soit environ 200 hommes. Ils sont mal équipés. Pas de quoi résister longtemps en cas de combat de grande ampleur. Le commandement militaire en est bien conscient. Mais ce sont plutôt les quelques nouvelles qui parviennent de la métropole qui le surprennent. En France, la drôle de guerre commence. Les troupes se font face. Les Français attendent une offensive qui ne vient pas. Les Allemands utilisent à fond la propagande pour les démoraliser. Dans l'océan Indien, les combats sont bien loin, mais on n'en profite pas moins pour renforcer les défenses. À Maurice, chez les Britanniques, les installations de défense construites à l'origine au XIXe siècle pour se protéger des Français sont réactivées. Tout un ensemble de fortifications qui sont l'un des sites que Thierry Le Breton tient particulièrement à préserver. C'est là où il se rend ce matin, en compagnie de l'archéologue Jeffrey Summers et de Françoise, son épouse architecte. Ils ont étudié et cartographié ces installations militaires de défense, aujourd'hui perdues dans la végétation tropicale. Elles sont situées sur une île au sud-est de Maurice, au large de la baie de Mahébourg, direction les îles des Aigrettes et l'île de la Basse. Cet îlot est complètement hérissé de fortifications. C'est un site militaire. Ce site contrôle la passe. C'est pourquoi cet endroit s'appelle l'île de la Passe. De ce côté, l'eau est bleue, vous avez la passe qui s'ouvre sur l'océan Indien, ce qui permet aux navires d'arriver jusqu'à Fort Hendrick, où s'était établie la première colonie hollandaise à Maurice, puis la première capitale française, dans la baie de Mahébourg. L'idée, c'était que si vous aviez des canons ici, si vous aviez une batterie, de l'artillerie pour protéger cette passe, vous contrôliez l'entrée vers le sud de Maurice, vers la première capitale. Cette île était la clé de Maurice, et d'une certaine façon, la clé de l'océan Indien. Mais les fortifications sont définitivement des défenses d'un autre âge. En Europe, les Allemands les contournent, et la France est au printemps balayée en 5 semaines. Après des mois d'attente, les événements se précipitent.
Les colonnes de réfugiés envahissent les routes. Le gouvernement quitte Paris, puis démissionne. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. La capitulation de la France, de la métropole, prend tout le monde par surprise. Personne ne croyait que la France aurait pu capituler aussi vite. Dès lors, lorsque la nouvelle de la défaite survient, les gens sont tout à fait étonnés. Pour ajouter à la confusion, la voix d'un nouveau personnage se fait entendre, le 18 juin 1940, sur les ondes britanniques de la BBC. Peu de gens connaissent ce général de Gaulle. Rares sont ceux qui l'ont entendu. Mais son irruption sur la scène politique internationale donne aux Français une autre alternative que celle de la défaite et de la capitulation. Il s'appuie sur ce qui lui reste de la France, de la fierté et des colonies. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Son appel, en dépit de l'éloignement, est très vite entendu par l'outre-mer, qui a la chance de ne pas être tenu sous la pression des armes. De Gaulle est considéré comme quelqu'un qui est sorti de la légalité, je dirais par l'ensemble de l'administration et même par une grande partie de l'armée. La France, avec Pétain, c'est la guerre qui s'arrête. Et quand la guerre s'arrête, 95% des Français sont à ce moment-là pétainistes. Cette adhésion à Pétain est bien sûr celle des représentants de l'État ou du gouvernement qui agissent par pur légalisme. Mais il y a aussi des valeurs et des discours de ce nouvel État français qui ne sont pas pour déplaire à une population de colons. L'ordre nouveau, explicitement inégalitaire, traditionnaliste, intégriste et xénophobe du maréchal Pétain, trouve chez certains propriétaires une oreille attentive. Quelque part, on peut dire que la société coloniale va se trouver extrêmement à l'aise dans Vichy, qui lui redonne un confort qu'elle avait eu peur de perdre. Et Vichy, c'est enfin le soulagement, bah oui, rien ne va changer. Au contraire, on conforte la société coloniale dans tous ses caractères, du paternalisme, de l'autorité de l'Européen sur l'indigène, etc. Tout ça est conforté, avec en plus la figure tutélaire de Pétain qui apparaît comme étant une caution pour justifier cette société coloniale qui finalement se trouve très très à l'aise dans le système de Vichy. Et puis, il y a à côté de ça aussi ce sentiment très fort d'anglophobie qui est partagé. Dunkerque, Mers el-Kébir. En Méditerranée, des événements inattendus et tragiques ont brusquement radicalisé les positions et contribué à de nombreux revirements et ralliements en faveur de Pétain. Le monde entier a été profondément indigné par l'agression ignoble commise par les Anglais à Mers el-Kébir, près d'Oran. Comme on sait, une partie de l'escadre française de la Méditerranée a été concentrée à Mers el-Kébir après la signature de l'armistice. Mais voilà que le 3 juillet au matin, une puissante escadre britannique apparaît devant Oran. Les Anglais ouvrent les hostilités en faisant miner l'entrée de la rade par leurs avions. Branle-bas de combat. L'Angleterre tire sur la flotte française, il y a 1500 morts, c'est considérable. Voilà les victimes de l'agression la plus répugnante et la plus ignoble qui ait jamais été commise. C'est considéré comme une trahison de la part des Anglais. C'est là également qu'apparaît un premier vrai clivage entre la France gaulliste, la France libre, et la France de Vichy.
Qui plus est, le général de Gaulle est installé à Londres, ce qui renforce la méfiance à son égard. Et si les Français sont en colère contre les Britanniques après l'agression de Mersel Kébir, le Royaume-Uni commence de son côté à sérieusement s'inquiéter du ralliement de Madagascar et de la Réunion au régime de Pétain. Though Vichy is technically out of the war and neutral, it's plain that Laval and Pétain and their kidney are helping Germany by every possible means. It is our duty to ourselves and all our allies to treat them as they are, as enemies. La réaction des Britanniques face au basculement de Madagascar et de la Réunion du côté de Vichy se traduit par la mise en place d'un blocus à la fois assuré depuis Maurice et depuis l'Afrique du Sud. Très rapidement, ce blocus a des conséquences terribles, notamment à La Réunion. L'asphyxie économique de l'île est presque immédiate. La disette généralisée en quelques semaines. Le gouverneur Aubert met en place un système de rationnement qui touche encore plus durement les plus pauvres. Aucun secours à attendre de nulle part. Il faut bien voir que La Réunion est totalement abandonnée, isolée, même si le discours pétainiste rappelle le poids des colonies. Le gouverneur Aubert, il n'a quasiment aucun moyen. Il faut imaginer ce marché vide, pratiquement sans aucun légume, sans aucun fruit, puisqu'en 1940, les Anglais ont mis le blocus autour de l'île et pratiquement plus aucun bateau n'est arrivé. Pour une île comme La Réunion, on voit le nombre de navires qui rentrent dans le port, dans la ville du port, s'effondrer. Le chiffre est symptomatique. Des mesures très difficiles qui vont être celles de la vie au quotidien des Réunionnais pendant ces temps de guerre de 40 à 42 et bien au-delà. Même les familles les plus riches, même les notables les plus riches, ont vécu à partir de 42, 43 dans des conditions terribles. L'île ne peut plus non plus exporter son sucre vers la France. Elle ne reçoit plus de produits, elle n'exporte plus. Eh bien, le gouverneur est obligé d'organiser la survie des gens en imposant des cultures vivrières et en demandant aux habitants d'arracher les cannes. La misère, elle était vraiment énorme. Je me souviens, vieille personne qui me disait, vous savez, on a été réduit à manger du piquant. Le piquant, c'est une herbe qu'on donne au lapin à manger. Jamais ils auraient pensé qu'ils auraient pu, un jour, manger du piquant. Le régime de Vichy avait instauré le système de tickets de rationnement. Le marché noir venait quand même, avec des échanges de produits entre les familles. À Madagascar, la situation est bien moins difficile. La taille de l'île lui offre quelques avantages majeurs sur la Réunion pour faire face à ce blocus. Madagascar est une grande île, plus grande que la France et la Belgique réunies, donc on a une capacité d'autosuffisance réelle. L'étendue du littoral rend la surveillance des côtes beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre pour les Britanniques. Il va y avoir une sorte de réorganisation et du fait du blocus, une pression supplémentaire qui va être mise par le pouvoir colonial sur la paysannerie. Donc la paysannerie malgache va souffrir véritablement du blocus. Je dirais presque non pas à cause du blocus en lui-même, mais à cause de la pression supplémentaire en termes de corvées, en termes d'impôts que le pouvoir colonial va faire porter sur l'ensemble de la population. La pression sur les populations ne s'arrête pas là. Le simple ralliement à Vichy se transforme en quelques mois en une obéissance scrupuleuse au régime collaborationniste. Dès décembre 1940, toutes les lois du gouvernement de Vichy sont appliquées dans les colonies.
toutes les mesures répressives concernant les francs-maçons, les communistes, les gaullistes et les juifs sont transposées à La Réunion et à Madagascar. L'administration du gouvernement général de Madagascar sous Vichy va mettre un zèle extrêmement fort à appliquer dès le mois d'octobre-novembre 1940 les lois anti-juifs. On fait une enquête pour savoir s'il existe des juifs. Donc la police se mobilise. Et à ce moment-là, on verra qu'il n'y a pas de juifs dans la colonie. Mais malgré tout, on se mobilise et on inquiète les gens. La France regarde passionnément vers son empire. Même à plus de 10 200 km de la métropole, l'océan Indien français passe de la simple fidélité au maréchal Pétain à une adhésion totale au régime d'exclusion, de contrainte, d'abandon de toute idée de démocratie. Les valeurs fascistes deviennent les valeurs officielles des îles. Les mêmes encouragements à un ordre nouveau, à une jeunesse régénérée et bientôt prête au combat. L'appel à rejoindre les légions françaises contre le bolchevisme est même relayé à Madagascar. Pour les nazis, Madagascar fait même l'objet d'une sorte de fantasme racial. Un projet étrange est né dans le cerveau criminel d'Adolf Eichmann, chargé des questions juives. Le 15 août 1940, l'homme entérine en effet un plan visant à déporter sur l'île l'ensemble de la population juive d'Europe. L'Allemagne nazie envisage la possibilité d'envoyer 3 à 4 millions de juifs à Madagascar, c'est-à-dire de débarrasser complètement l'Europe centrale, Pologne, Allemagne, Autriche, les zones qu'elle contrôle à ce moment-là, de ces juifs. Ce projet Madagascar reposait sur la circulation de navires. D'ailleurs, il avait été prévu qu'on fasse payer aux juifs leur circulation. Mais c'était plusieurs milliers de navires qui devaient pouvoir circuler librement entre l'Europe et Madagascar, ce qui s'avère impossible, d'où l'arrêt avant de passer à des choses encore plus dramatiques en Europe. Le drame des Juifs d'Europe trouvera une résonance singulière dans l'océan Indien. Ici même, à l'île Maurice, un épisode terrible et méconnu va se dérouler à partir de 1940. Là encore, Thierry Le Breton veille à la préservation de la mémoire des lieux qui en portent encore les stigmates. Il retrouve à la prison de Beaubassin Owen Griffiths, un biologiste qui a documenté cette tragédie. Alors que les armées allemandes envahissent l'Europe, de nombreux Juifs fuient leur pays d'origine et cherchent à rejoindre la Palestine, alors sous protectorat britannique. Évidemment, ils n'avaient pas un visa pour la Palestine. Ils n'ont pas demandé ça et fouillé pour le vie de l'Allemagne nazi. Les Anglais les ont tous mis en prison. Ils ont dit, vous êtes tous des immigrants illégaux. Ça, on parle de ça aussi aujourd'hui. Et pour vous faire apprendre une leçon, on va vous déporter à Maurice. Ils débarquent à bout de force le 26 décembre 1940 à Port-Louis et sont immédiatement placés en détention. On peut entrer dans cette enceinte-là? Merci. Après. Merci. Bonjour tout le monde, merci. Ben voilà, les détenus sont passés par ici. Je ne crois pas qu'on peut aller là-bas parce qu'il y a des prisonniers qui habitent là toujours. Et voilà les deux bâtiments où étaient emprisonnés les 700 hommes, à peu près 700-800 hommes. Les Anglais craignent que des agents allemands se soient infiltrés parmi les réfugiés. Ils laissent donc ces hommes, ces femmes et ces enfants à l'isolement jusqu'en 1945. Heureusement, les prisonniers voient leurs conditions de détention s'assouplir avec le temps. Il faut dire que ce n'était pas un camp de concentration, ce n'était pas un camp d'extermination. C'était dur, c'était une prison, ils n'auraient pas dû être là, mais ce n'était pas un camp d'extermination. Au total, 128 prisonniers juifs mourront à l'île Maurice pendant ces années de détention. Ils ont été enterrés au cimetière de Saint-Martin, à proximité de Beaubassin. Pendant ce temps, à La Réunion, quelques tentatives d'opposition à Vichy se manifestent. Beaucoup d'actions résistantes ont été organisées. Mais quand je dis beaucoup, c'est bien sûr à l'échelle de l'île. Donc de temps à autre, dans Saint-Denis, il y avait des affiches. Vive de Gaulle, abat Pétain. Victoire.
Les actes de résistance d'un homme marqueront particulièrement les mémoires à La Réunion. Ceux du prince Vincent. Le prince Vincent avait été exilé dans l'île dans les années 20, suite aux incidents qui s'étaient produits en Indochine. Originaire d'Annam, le Vietnam actuel, militant communiste de la première heure, le prince s'intègre rapidement à la vie locale. Et peu avant la guerre, il ouvre ici même, à Saint-Denis, un atelier de dépannage de radio. Au moment de la guerre, il installe un haut-parleur au-dessus de son atelier de façon à diffuser les informations de la radio. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. C'est un technicien hors pair. Il était capable, avec les instruments du bord, de mettre en place une petite radio, donc de capter les émissions qui étaient diffusées sur Radio Londres. Mes grands-parents possédaient un poste de radio, ils habitaient le Tampon, donc bien loin de la capitale. Et pour écouter Radio Londres, la nénène se postait à l'entrée donc, de la maison pour être sûr que personne n'allait rendre visite aux grands-parents pendant cette heure d'écoute. La police politique qui est mise en place par le régime de Vichy contribue fortement à atténuer toute velléité de résistance réelle. Et si on agit, il faut agir en catimini. La méfiance s'installe dans l'île. La suspicion est partout. Les inquiétudes se renforcent, notamment en raison du contexte en Asie, où la menace japonaise se précise. Les troupes d'Hirohito progressent en Chine continentale. Les Japonais ont signé un pacte avec Hitler et Mussolini. Lorsque le 7 décembre 1941, ils attaquent par surprise la principale base américaine du Pacifique, les Britanniques peuvent légitimement craindre que leur nouvel ennemi ne cherche à se servir également des colonies françaises de l'océan Indien. En septembre 1940, Vichy a en effet autorisé les troupes japonaises à pénétrer en Indochine dans le cadre d'une défense commune franco-japonaise. Cette colonie, ralliée à Pétain depuis les premières heures, est désormais la base arrière des attaques japonaises sur le sud-est de l'Asie. En sera-t-il de même avec Madagascar ou la Réunion ? Pour les Britanniques, là, il y a cette crainte majeure que l'extension japonaise touche Madagascar, que Madagascar puisse servir de base pour les Japonais, donc là, qui mettrait vraiment en péril l'économie et la survie de l'Empire britannique. Madagascar, part of the once great French Empire off the southeast coast of Africa. This third largest island in the world would be dynamite in Axis hands. We must control this island. Save it from being bartered to the enemy by the treachery of Vichy marionnettes. Les Britanniques doivent agir et vite. Winston Churchill estime que Madagascar est une priorité. Il donne l'ordre d'investir la Grande Île. Une manière de devancer d'éventuelles visées japonaises sur la rade de Diego Suarez. Les navires anglais rejoignent l'océan Indien. Pendant que Madagascar continue à vivre des heures tranquilles sous l'administration fidèle à Vichy, les Britanniques imaginent l'opération Ironclad. Les films de propagande britanniques postérieurs aux opérations glorifient la minutie des préparatifs. The men and ships who are going to strike a severe blow at Japanese world-winning schemes are underway. Destination, Madagascar. The picnic atmosphere was maintained on board with a traditional ceremony of crossing the line at the equator. Then, as they neared the objective, the voyage took on a sterner note. Pour neutraliser les défenses vichistes et profiter d'un effet de surprise, les Britanniques ont décidé de débarquer d'abord à l'opposé de l'entrée de la baie, sur la côte ouest. Pour surveiller cette zone, il n'y a qu'un poste d'observation isolé. Il est surnommé le château de Windsor. C'est là où se rend Philippe Zénon. Windsor Castle, la tour de guet
sur le canal du Mozambique, qui domine absolument toute la zone. Et de cet endroit, on peut immédiatement déceler l'arrivée de navires ennemis. Other assault craft went in with fresh troops to complete the taking of Courier Bay. On top of the rock is the gunnery observation post they called Windsor Castle. La mission du détachement était d'empêcher le poste de guet de jouer son rôle, c'est-à-dire de prévenir la garnison à Diego de l'arrivée des troupes de ce côté. La chute de la baie du Courrier et le débarquement anglais ne sont connus à Diego Suárez que le lendemain matin, vers 11 h. Pour faire face aux Britanniques, la garnison de Diego Suárez, sous le commandement du général Guillemet, est forte d'environ 4000 hommes, dont 800 Européens. L'équipement, c'est quelques avions complètement dépassés, pas de blindés. Donc on est sur une force coloniale classique, numériquement très faible. La supériorité numérique des Anglais est considérable. Les forces britanniques passent alors à la deuxième phase de l'opération, du côté est. Dans la nuit du 8 mai 1942, ils foncent pour entrer dans la baie. Ils doivent pour cela franchir la passe, défendue par des canons français. La flotte anglaise réussit à se glisser discrètement à l'intérieur de la baie et file en direction de la ville. Une fois que les Anglais sont dans la baie, les Français fidèles à Pétain résistent et les affrontements durent plusieurs jours. This is the scene at the entrance of Diego Suárez Harbor as the shore batteries were engaged by our naval gunners. 48 heures plus tard, les Britanniques finissent par obtenir la capitulation de tout le nord de Madagascar. The British commanders met the French authorities in Antsarana, the capital. The agreement was signed in a room dominated by the huge poster of Marshal Pétain, figure of tragedy, pathetic stooge to represent a nation flung in the gutter by incompetent and unscrupulous leaders. À Londres, personne n'a jugé opportun d'informer le général de Gaulle de l'attaque prévue. Celui-ci n'apprend le projet d'invasion que le 5 mai 1942 à 3 h du matin, soit à peine quelques heures avant qu'elle ne débute. Un véritable camouflet à son autorité et à sa légitimité. Il entre aussitôt dans une colère noire. Cela fait des mois qu'il demande aux Britanniques de l'aide pour intervenir dans cette île française. À chaque fois, ils ont refusé. Et c'est maintenant pour agir seul et sans le prévenir. De Gaulle, effectivement, n'est pas au courant du déclenchement de l'opération Ironclad. Ce n'est pas une particularité de cette opération. Les relations entre De Gaulle et Churchill ne sont pas toujours excellentes. Et d'un point de vue stratégique, Churchill estime qu'il n'est pas tenu de tenir De Gaulle au courant de toutes ces opérations, y compris quand ça se passe sur un territoire français. Même Diego perdu, les troupes vichistes reculent, mais ne se rendent pas. Elles dénoncent cette attaque comme le symbole de la traîtrise britannique. C'est toujours au nom d'une prétendue morale et en vertu de principes utilitaires que l'Angleterre vient d'attaquer Madagascar. À Diego Suárez, à plus de 10 000 kilomètres de la mer patrie, le sang français a coulé à nouveau. Je crois que les forces françaises et même les responsables politiques à Madagascar ont considéré que l'attaque anglaise était une attaque contre la souveraineté française. Et je crois que c'est ça la première chose, et donc que leur devoir était de défendre cette souveraineté. Les combats durent plusieurs mois. Les Anglais instaurent une administration temporaire sur les territoires au fur et à mesure de leur avancée. Les Britanniques, dont l'armée est mieux équipée et mieux ravitaillée, gagnent du terrain sans trop de peine. La victoire n'est qu'une question de temps. Only a few miles from the capital, Tananarive, some wreckage of cars and lorries indicated that the Madagascar campaign had not been entirely without bloodshed. Machine gun nests in the hills were cunningly concealed. They had to be cleaned out with care. Après 7 longs mois de combat, le défilé des troupes britanniques dans la capitale marque la fin de cette campagne de Madagascar. Once again, you'll see there's no hostility from the people who line the streets to watch the changing course of fortune. It's good to know that we've done with turning the blind eye to treachery.
« 1200 soldats français sont faits prisonniers. 900 d'entre eux se rallient à la France libre. Certains malgaches, lassés des combats, quittent leurs uniformes pour tenter de se faire passer pour des civils. De Gaulle réclame immédiatement une administration de l'île par la France libre. L'Angleterre a tenu parole. Aujourd'hui, Madagascar, à l'abri d'un coup de main japonais, a répudié toute la législation que lui avaient imposée les collaborateurs. Sous la direction du général Lejeune, haut commissaire de France, Madagascar, terre de l'Empire français, demeure dans la ligne tracée par l'Aliénie et les Lyautey. Début 1943, année charnière de cette Deuxième Guerre mondiale, la France libre est enfin une réalité politique, ici dans l'océan Indien. Ça ne change pas grand-chose au niveau du fonctionnement de cette administration. Ça ne changera rien non plus au niveau de la population malgache, puisque certes, il n'y a plus de blocus, mais maintenant, Madagascar devient un territoire allié qui doit aider à l'effort de guerre des alliés. Donc, on va demander aux populations malgaches de continuer leur effort au niveau de la production agricole, de la production de riz, pour aider les alliés. La population va souffrir, je ne dirais pas beaucoup plus, mais peut-être plus brutalement, de la libération par les Britanniques, dans la mesure où les autorités vichistes avaient détruit de nombreux ouvrages d'art, des ponts, etc., et qu'il a fallu reconstruire. Et donc, on va recourir au travail forcé. Seule la Réunion reste vichiste dans l'océan Indien. Et sur cette île, l'attaque de Madagascar change la donne. La classe dirigeante, les notables, les élus, le gouverneur sont en attente, sont toujours dans l'expectative. Et quand ils vous apprennent ce qui s'est passé à Diego Suarez, la machine imaginaire se met en marche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a à la fois la crainte d'une nouvelle opération, et en même temps, la réalité, c'est que le petit pouvoir autour de Pierre Robert, de Jean-Jacques Pillet ne tiendra pas lourd. Donc on se prépare déjà, non pas à la reddition, mais on se prépare déjà à un repli. On sait qu'en effet que les jours sont comptés. Il y avait une crainte que les Anglais se montrent également agressifs ici. Aubert, il va organiser sa fuite et à ce moment-là, gagner les hauts de l'île. Il ira se cacher à Elbourg, dans le cirque de Salazie, où il considère que c'est éloigné, c'est une citadelle imprenable. Saint-Denis est déclarée ville ouverte. Aubert emporte une TSF pour communiquer avec la métropole. Il emmène avec lui ses principaux collaborateurs et une partie des forces armées, soit 120 soldats sur 300. La Réunion, isolée, sombre dans la paranoïa. Et pourtant, jamais aucun navire ennemi en vue. Pendant toute la guerre, vous avez une partie de la population qui est à Saint-Denis, à chercher l'information, à débattre, à discuter, à échanger. Qu'est-ce qui va se passer? Un tel sait ceci, un tel a appris ceci. La rumeur court. Une des rumeurs qui survient, c'est l'idée d'un bombardement, d'une arrivée massive des forces de libération alliées. Et donc, ça crée un mouvement de panique. Après la conquête britannique de Madagascar, il est impératif pour le général de Gaulle de marquer les esprits. L'île de la Réunion peut être l'opportunité d'une opération symbolique des troupes de la France libre. Il est impératif que ce soit des Français et non des Britanniques qui cette fois débarquent à la Réunion. La Réunion représente probablement pour la France libre, pour le général de Gaulle, quelque chose de particulier parce que c'est un territoire français. Ce n'est pas uniquement l'Empire français, c'est un territoire français, c'est une terre française. Et donc, pour lui, empêcher les Britanniques d'administrer cette île est quelque chose d'important.
père m'a raconté ce qu'il avait vécu le 28 novembre 1942. Dans la nuit du 26 au 27 novembre 1942, le contre-torpilleur des forces navales françaises libres, le Léopard, sous le commandement du capitaine de frégate Jules Evenou, quitte l'île Maurice en direction de la Réunion. À bord se trouve André Capagori, jusqu'alors représentant du général de Gaulle à l'île Maurice, et une compagnie de 74 hommes, dirigée par le commandant Baraquin. Le Léopard traverse les quelques dizaines de milles marins qui séparent les deux îles, dans le silence radio le plus total. À l'aube, sa silhouette émerge face à Saint-Denis. Le Léopard est apparu dans la nuit, vers 4 heures du matin. Et c'est le vigie qui se trouve en haut sur la montagne, dont on domine toute la ville et toute la rade de Saint-Denis, qui alerte la caserne Lambert. Depuis la pointe des galets, une batterie d'artillerie tire sur les embarcations du Léopard. Elle est commandée par le lieutenant Hugo, persuadé qu'il s'agit d'une attaque britannique. Raymond de Cugis, un ami d'Hugo, quitte Saint-Denis pour essayer de lui faire entendre raison. Mais il est tué sur la route par un barrage vichiste. Pour son courage, il sera fait compagnon de la Libération à titre posthume. Finalement, ce sont les canons du Léopard qui font taire l'artillerie de la pointe des galets. 4 morts et quelques heures plus tard, toute résistance cesse à la Réunion. À partir du moment où le gouverneur Capagori a su que tout était bien en place, bien maîtrisé, le bateau est venu se présenter devant cette rade. Dès que l'île est libérée, eh bien tout le monde sort pour clamer, pour crier vive de Gaulle, etc. Vive la France ! Donc là, des représentants gaullistes qui s'affichent, qui sont accueillis par des bains de foule. Donc on sent bien qu'il y a un tournant qui s'opère. Le 30 novembre 1942 à midi, la radio de Saint-Denis diffuse un communiqué officiel d'André Capagori qui informe la population de la reddition de Pierre Robert, qui a fait son devoir avec courage et correction. L'heure est à l'apaisement. La libération, c'est vraiment ne plus être sous le joug d'un pouvoir particulièrement excessif, policier, draconien, mais dans la réalité, la situation économique, elle est toujours délicate. La culture de la canne ne s'en prend pas. Jusqu'à la fin de la guerre, les tickets de rationnement sont là, et même après la guerre. Avec l'arrivée du nouveau gouverneur de la France libre, la Réunion reprend ses relations avec l'île Maurice. Les Britanniques vont l'aider à sortir de son isolement. Pendant 3 ans encore, la Réunion va devoir se battre contre la misère, malgré les opérations de ravitaillement organisées depuis Maurice ou Madagascar. Pour ne rien arranger, plusieurs ouragans dévastent l'île, notamment en 1944. Après la libération du Léopard, il faut toujours avoir à l'esprit que la Réunion va vivre à un rythme différent. La guerre continue, et ici, on est sur un territoire qui est une colonie gaulliste. Donc la grande libération, c'est la nouvelle, qui va venir aussi avec un peu de retard. C'est la nouvelle de août 1944, c'est bien sûr Charles de Gaulle qui rentre dans l'hôtel de ville de Paris, c'est la descente des Champs-Élysées, et on l'a faite. Dans les colonies, on fête les libérations. Jusqu'aux limites de l'Empire, on a fêté la libération de Paris. À Tananarive, sur la place Colbert, Monsieur de Saint-Marc, gouverneur général de Madagascar et le président de la France combattante, adressent à la capitale le salut de la grande colonie. À La Réunion également, on fête bien sûr la victoire. Mais l'euphorie ressentie à travers la planète n'est pas la même pour tout le monde dans les colonies. Le bilan qu'on peut faire de toute cette période, je dirais dans un premier temps, c'est l'immense gâchis et la gabegie que représente le système colonial. Le seul objectif, c'est de maintenir une pression coloniale et une domination sur les populations, quel que soit le cadre extérieur. À La Réunion, le statut politique colonial a prouvé son échec. Pour permettre enfin de sauver l'île du désastre économique et lui apporter l'aide nécessaire, elle deviendra en 1946 un département.
À Madagascar, les choses iront encore plus loin, puisque ce sera l'amorce d'une rupture. Pour les populations malgaches, il est évident que la Deuxième Guerre mondiale accélère le développement d'un sentiment national et d'une volonté d'indépendance, tout simplement parce qu'il démontre que l'on n'a pas grand-chose à attendre des gouvernements français. Parmi les Malgaches les plus déçus, voire révoltés par l'attitude du pouvoir colonial, les soldats qui ont combattu pour la France et qui seront humiliés et méprisés à leur retour après plusieurs années de sacrifices. Ce ressentiment débouchera sur une révolte réprimée dans le sang en 1947. Premier soubresaut des terribles heures de la décolonisation. Madagascar ne sera indépendante qu'en 1960. L'île Maurice ne sera indépendante de l'Empire britannique qu'encore plus tard, en 1968. Au final, dans l'océan Indien, la Seconde Guerre mondiale aura donc totalement changé le destin des territoires. Les bouleversements sociaux et politiques étaient sans doute déjà en marche avant le conflit. Mais ces années de guerre auront servi sur place d'accélérateur, modifiant pour toujours l'avenir des Malgaches, des Mauriciens et des Réunionnais.